savoir que quand tu quittes l'univers dans lequel tu es ici et que tu arrives dans un autre, tu découvres de nouvelles réalités. Et j'aurais aimé être préparé au choix à faire dans l'entre-deux. C'est-à-dire que quand tu arrives pour faire des études, tu rencontres des gens, tu crées des univers et on te dit non, le Togo ne te réserve rien. Non, n'y va pas. Et même pour une personne qui était sûre de moi, que je voulais revenir à tous les coups, à un moment donné, vers la fin, ça m'a fait vaciller. Pourquoi? Parce que j'entendais non, ne rentre pas, le Togo n'a rien à t'offrir. Ici, tu as toutes les opportunités, tu as toutes les chances. Mais je voyais que je n'avais pas les chances dont on parlait. Et à part quelques-uns, même à Paris, pour une Africaine, il fallait travailler dans des médias panafricanistes. Parce que même dans les grandes rédactions, il y avait d'abord des Français qui occupaient les desks que pouvaient ou devraient occuper les Africains. J'aurais aimé vraiment savoir ça, me préparer davantage, me préparer psychologiquement à ce clash en fait. Et à la fin, ne pas être tiraillé entre je veux rester, je veux partir. Donc j'aurais juste aimé être mieux préparé à la décision elle-même après les études. Qu'est-ce qu'on fait de ces études quand on finit d'avoir une formation solide comme la mienne en France? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que tu t'es déjà demandé, mais comment je fais mon projet professionnel? Comment je m'y prends pour mettre en place des étapes pour la réalisation de mon projet professionnel? Comment je m'y prends pour mon projet académique? Qu'est-ce que j'ai envie de faire concrètement? Quelles sont mes compétences? Comment je fais pour gérer à la fois ma vie de couple et mon projet professionnel? Est-ce qu'il est possible d'intégrer le projet de vie de couple dans le projet professionnel? Comment je fais concrètement? Là, si tu es dans la diaspora actuellement, est-ce qu'il t'est arrivé de te demander comment je fais pour retourner au Togo? Comment je fais pour retourner dans mon pays? Comment je fais pour gérer les acquis de l'étranger? Comment je fais pour les mettre vraiment dans une calebasse, tout simplement, que je les ramène au Togo? Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Si tu te poses ces questions, ou si tu te poses une de ces questions, je pense que tu es à la bonne place aujourd'hui dans l'épisode avec Marthe Nouveau-Faré, qui est activiste, qui est écrivaine, qui est enseignante dans l'université privée, qui nous partage en fait une expérience ou des expériences assez édifiantes. Elle a étudié en France à l'école de journalisme de Lille. Elle est actuellement au Togo, donc elle est retournée au Togo après ses études. Et elle nous a partagé les difficultés qu'elle a rencontrées. Déjà pour se faire embaucher, pour trouver une entreprise, le fait qu'elle soit surdiplômée, également des difficultés dans sa vie de couple parce que voilà, tu changes d'environnement et donc bien évidemment la vie de couple peut être chamboulée très rapidement. Elle nous a partagé tout ça tranquillement sous la palabre et donc bien entendu je vous informe que je suis à Lomé. Je reçois Marthe Faré aujourd'hui et on a fait le tour de plusieurs sujets qui touchent projet académique, projet professionnel, la vie de couple, le retour de la diaspora, la gestion des acquis de l'étranger et également comment on se positionne concrètement, comment on se vend. Alors, j'espère que cet épisode te sera utile. Tu es très bien dans l'émission Ce que j'aurais aimé savoir avec Eden Betogo. Je suis le réalisateur, le concepteur, le producteur et l'animateur de ce podcast. Et j'espère que tu seras avec moi jusqu'à la fin parce que je vais revenir sur tous ces aspects qui ont été abordés dans cet épisode. Je vais en parler dans la conclusion. Je vais aussi te faire mes propositions. Je pense que je vais beaucoup t'aider avec les étapes à suivre pour pouvoir réaliser son projet professionnel. J'espère que ça va t'être utile. On se dit à tantôt.
togolaise chargée de communication, en fait, directrice de communication dans une agence publique de la place. Et j'ai une formation de journaliste. J'ai d'abord fait une formation en lettres modernes et puis un peu plus tard en journalisme. Et je suis passée dans la communication comme professionnelle. Ça, c'est le parcours professionnel classique, mais quant à ma vie activiste, puisque les gens me connaissent beaucoup sur ce volet, je fais de l'activisme social. J'ai initié le collectif Non c'est Non, un collectif de lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis également la présidente du Club Open International Togo, un club qui regroupe des écrivains, des éditeurs, des journalistes, des slammers, des poètes. Bref, tous ceux qui ont l'écriture en partage comme moyen d'expression. Donc, si je peux dire, j'ajoute que je suis écrivaine. J'ai 2 romans sur le marché dans la littérature togolaise, La sirène des bas-fonds, publié en 2011, qui est une grosse nouvelle, et un roman intitulé Rival que j'ai publié en 2014. Et d'autres projets littéraires évidemment en cours, mais ça, c'est à découvrir dès qu'ils seront sur le marché. Voilà. D'accord, Marc. Mais lorsque je t'écoute parler, je me demande si tu as eu un parcours en fait en communication ou en journalisme. Après avoir eu un bac littéraire à Lomé, je me suis inscrite à l'université de Lomé en fac de lettres modernes. Et donc, pour payer justement ces études de lettres modernes, j'ai été recrutée comme présentatrice télé sur une chaîne télévisée, sur une chaîne de télévision privée de la place. Et c'est justement durant ces études que j'ai obtenu une bourse de l'ambassade de France pour l'école supérieure de journalisme de Lille, où j'ai obtenu un master avec en spécialité multimédia et web. Et donc, quand j'ai fini mon journalisme, naturellement, à mon retour, tout le monde pensait me voir dans le métier, sauf que j'estimais avoir déjà plus de 5 années d'expérience professionnelle et j'avais envie de faire autre chose que le journalisme. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans la communication. D'accord, ok. Donc, quelque part, je me dis justement que ton parcours est assez édifiant. Le fait que tu aies eu en fait à faire la communication et le journalisme à la fois et que tu sois activiste aujourd'hui. Où en es-tu du coup dans la réalisation de ton projet professionnel? Oh, je dirais que je suis loin de l'itinéraire initial que je me suis, enfin, que j'avais préparé. Entre guillemets, à la base, je voulais être professeur à l'université en littérature africaine. Quand j'ai eu mon bac, donc c'est pour ça que je me suis inscrite en lettres modernes. Et sur le terrain en lettres, je voulais payer déjà à la base mes études de manière naturellement pour soulager mes parents. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le journalisme. Et j'ai l'habitude de dire que la célèbre Aminata Addourou, pour ceux qui la connaissent, une présentatrice togolaise, était l'une de celles qui m'inspirait. Et tout de suite, quand j'ai commencé, on m'identifiait à elle dans le métier. Mais très tôt, tu fais vite de déchanter, de retomber sur tes pattes et te dire non, je ne me prends pas la tête. J'ai un objectif à atteindre. Je fais le journalisme pour payer mes études. Donc, je ne dois pas m'écarter de mon objectif premier. Sauf que j'ai fait complètement le contraire. Je suis rentrée dans le journalisme. Après la présentation télé, j'ai continué dans les médias jusqu'à ma bourse où, quand je suis en 3e année de lettres, j'ai décidé de me professionnaliser dans le choix de ce métier qui, à un moment donné, pour moi, était devenu plus passionnant que le fait d'être professeur de lettres en fac. Donc voilà ça. Et quand je suis allée, je me suis dit, tiens, c'est le journalisme, c'est ce que je veux maintenant, je veux le faire de manière professionnelle. J'arrive en France où je fais, la première année et puis tout à coup, j'ai encore déchanté en fait. À la fin de la première année, je me disais, oh, tout ce qu'on m'a montré, je connais déjà, c'est ce que je fais de manière classique, puisque j'ai préparé un master
Donc, c'est ce que je fais de manière classique. Du coup, pourquoi ne pas vouloir faire autre chose? Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai orienté ma spécialisation en web, qui n'était pas une spécialité très, très connue ici sur place. Mais également, quand j'ai fini le web, j'ai découvert le marketing digital quand je faisais le web. Et donc, c'est pour ça que je me suis spécialisée en me disant, bon, OK, de toutes les façons, finalement, je ne veux pas être journaliste, mais je veux être communicatrice. Et c'est pour ça que j'ai fait une spécialisation digitale pour être, enfin, pour être dans le marketing digital. Mais je n'avais pas fait de spécialisation en communication puisque j'étais dans une école de journalisme. Mais dans l'école de journalisme, je me suis donné tous les outils possibles que je pouvais exploiter en faisant un métier de communication. Et quand j'ai fini, je suis rentrée au pays tout en espérant que j'allais trouver une place dans le journalisme en étant surcotée. Du fait que je venais d'une école, de l'une des meilleures écoles de journalisme au monde, en étant surcotée. Et tout de suite, j'ai déchanté parce que quand je suis arrivée, les médias ne voulaient pas de moi. Ils me trouvaient surdiplômée par rapport au niveau sur le terrain. On me disait, bon, on ne sait pas très bien comment on va te payer. J'ai même demandé à un ancien média où j'ai travaillé, écoutez, payez-moi 50 000 comme vous payez à tous les autres. Tant que ça me permet de travailler, je veux bien le prendre, mais ils ont refusé. Ils m'ont dit, OK, reviens lundi signer le contrat. J'arrive le lundi, le directeur n'est pas là. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je reviens plusieurs fois et puis j'ai compris que non, il ne voulait pas me prendre. Et après, je vais à la télévision nationale publique où je commence un projet. Et puis, tout le monde se sentait menacé. Tout le monde. Dès que je rentrais dans un bureau ou dès que je commençais une initiative, c'était devenu comme de la peste. Et puis, à un moment donné, j'ai dit non, je ne vais pas non plus, en cherchant forcément à travailler, me sous-évaluer. Et donc, c'est là que j'ai quitté le journalisme. Ça a coïncidé avec une courte maladie, donc j'ai quitté le journalisme. Et c'est à la suite de ça que une institution internationale qui avait une représentation ici voulait une personne pour sa communication et j'ai été recrutée directement comme consultante en communication. En fait, tu soulèves deux problèmes assez intéressants. Alors, le premier problème, justement, c'est la question que beaucoup de personnes se posent, même aujourd'hui. Est-ce qu'il faut forcément quitter le pays pour l'étranger pour pouvoir justement se frotter à certaines spécialités? Parce que là, maintenant, on se retrouve en fait en Afrique à faire des formations qui sont liées à l'intelligence artificielle, par exemple, mais on n'a pas ces formations vraiment sur place. On est obligé peut-être d'aller en Europe et puis, etc. Avant, c'était le web, mais maintenant, c'est plus facile de faire certaines formations sur place. Et il y a d'autres formations qui sont en train de naître, en quelque sorte. Donc, quelque part, est-ce que selon toi, il faut forcément quitter le pays pour pouvoir réussir ou pouvoir peut-être se frotter à certaines spécialités du moment? Je crois que oui, parce que ici, quand nous regardons, j'avais reçu la proposition de faire le CESTI ou de faire l'école de journalisme de Lille. C'est la toute proposition que j'avais, en fait, la proposition que j'avais reçue. Et j'ai analysé de près en me disant, écoute, si je veux avoir la meilleure culture, la meilleure connaissance de mon métier, il vaut mieux aller dans un pays comme la France, qui est un pays de grande tradition journalistique, que d'aller à Dakar, dont l'école d'ailleurs est en partenariat avec l'école de journalisme de Lille. L'autre chose, c'est pour certains secteurs, il faut aller à l'étranger. Parce que pour certains secteurs où sur place, nous n'avons pas les outils requis ou du moins les curricula requis. Par exemple, aujourd'hui, j'en parlais avec des collègues en disant que pour certains types de formations, je vais donner un exemple tout bête, le site de l'université de Lomé est actuellement en plein bug parce que
tous les étudiants veulent voir leurs notes, veulent s'inscrire et tout. Alors que nous avons un centre informatique au sein de l'université qui n'est pas arrivé à régler le problème. Donc, c'est symptomatique, en fait, de, pour le moment, le niveau des formations que nous recevons. Ça n'empêche pas qu'il y a de très bonnes écoles ici, mais pour certaines spécialités, il faut s'exporter et surtout revenir, en fait. C'est ce qui est important pour moi dans le terme. Ce n'est pas s'exporter pour ne pas revenir, c'est s'exporter pour aller apprendre et venir transmettre cette ingénierie aux experts locaux ou aux compétences locales. C'est en ça que pour moi, c'est important de s'exporter. D'accord. Bah, du coup, parlons de revenir en fait au pays. Tu as donné justement un exemple, en fait, ton exemple à toi, ce que tu as vécu et tout. Le fait que tu rentres au pays et qu'on te dise que tu es surdiplômé et que tu ne pourrais pas occuper certains postes, alors que justement, vu que tu es surdiplômé et que tu as des compétences, tu pourrais non seulement occuper ce poste, mais y apporter des améliorations. Mais on ne veut pas de toi parce que justement, on n'est pas capable de te payer, etc. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont vécu ça? Et qu'est-ce que tu penses en fait de ce vécu, de ce retour de la diaspora? En fait, j'ai beaucoup de personnes qui sont rentrées, avec qui dans presque les mêmes années, on a fait les mêmes écoles. Certains qui sont rentrés et certains qui ne sont pas rentrés. La plupart du temps, ceux qui ne sont pas rentrés me justifiaient ça par le fait de ne pas pouvoir avoir des salaires au niveau de leur diplôme. La plupart justifiaient ça par le fait de ne pas avoir des diplômes, des salaires équivalents à leur diplôme. Dans le genre que, ah oui, je ne vais pas faire une école à 19 000, 20 000 euros pour revenir gagner 100 000 francs ou 2 000 francs. Mais personnellement, j'ai décidé de revenir parce que sur place, le journalisme n'était pas, à mon sens, aussi professionnel que ça. Et pour répondre à la question, personnellement, je ne me pensais même pas surdiplômée. J'avais qu'un master. Je ne me pensais pas du tout surdiplômée. Mais c'est les autres qui avaient un regard différent. Mais en même temps, ça c'est en 2012, 2011, 2012. Aujourd'hui, quand tu déposes ton CV quelque part et c'est écrit EPP Diakbanga, France, je ne suis pas sûre que j'ai déposé mon CV qu'une fois autre quelque part et qu'on ne m'ait pas appelé en fait. Et je crois que c'est pareil pour en fait, ceux qui ont fait l'itinéraire retour. Peut-être la proposition de salaire n'est pas forcément équivalente aux espérances, mais dès que tu déposes un CV et qu'il a écrit virgule France quelque part, même si c'est dans le village le plus paumé de France, tu es appelé. C'est dire que quoi qu'on dise, ces diplômes, autant que ceux qui les détiennent sont, comment je dirais, ceux qui les détiennent sont craints par certaines catégories de professions, mais d'autres catégories de professions ne veulent que ça. En témoigne dans les milieux comme la technologie, où ce sont les diplômes qui sont le plus prisés. Donc, le retour, ce que j'en pense, c'est qu'il faut juste bien planifier son retour. Parce que quand on sort du pays, en fait, je prends mon cas particulièrement, quand je suis sorti du pays, j'étais dans le Lisois. Je n'étais pas très emballée d'aller en France par crainte de couper avec ma famille à l'époque et les gens que j'aime. Mais quand je suis arrivée, j'ai découvert un autre monde et tout aussi illusoire que celui dans lequel je suis partie, à mon sens, parce que je quittais un pays, entre guillemets, sous-développé pour aller dans un pays où, de manière illusoire, tout semble à portée de main et que tout est beau. Et quand on arrive, on est perdu un peu dans ça. Et donc, comment trouver son chemin dans tout ça et revenir, c'est difficile. Donc, je ne blâmerai pas ceux qui sont restés, mais j'encouragerais personnellement à revenir parce que l'une des motivations avec laquelle je suis revenue, c'est que l'école, en France, les écoles de journalisme ne mettent pas moins de 300 journalistes sur le marché.
Et moi, une Togolaise paumée avec un accent bien togolais qui quitte Lomé pour aller là-bas, je ne vois pas quelle chaîne pouvait m'embaucher. Pas de radio parce que j'ai un accent, pas de télé parce que je ne suis pas dans la norme de ce qu'on met à l'écran. Donc, forcément, il y aura un problème. Donc, j'ai préféré rentrer parce que ici, j'estimais que je voudrais plus. D'accord, d'accord. Bah, en tout cas, ce que tu viens de partager, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora, qui sont rentrées, qui se sont frottées à ça. Et il y en a qui sont repartis d'ailleurs, après avoir vécu un certain nombre de choses et qui ont été recrutés par d'autres entreprises, etc. Et je pense que le schéma classique qu'on voit généralement dans ce genre de cas, justement, c'est une organisation internationale ou non gouvernementale qui a son siège, je ne sais pas trop, en Finlande, je ne sais pas trop, et qui a peut-être une représentation en Afrique qui dit, bon, voilà, moi, j'ai besoin de toi parce que j'ai vu ton diplôme, j'ai vu tes compétences, et tout, etc. En plus, tu as voyagé, donc tu connais d'autres cultures, et donc on a besoin de ce type de personnes à un poste de communication. Et ça, quelque part, même si la représentation de l'organisation est dans le pays de nationalité, ça reste quand même une petite perte en fait pour peut-être le Togo parce que peut-être que tu aurais été plus utile dans une organisation purement nationale. Mais après, je me dis, il y a toujours le moyen de transmettre ses connaissances en étant, je sais pas, professeur dans une école de communication, etc. Et justement, de ne pas être vu bizarrement aussi par cette école ou par les dirigeants de cette école qui auront peut-être peur de ton background, alors que ça devrait être le contraire. J'oubliais, en me présentant, je n'ai pas présenté le volet. Je suis enseignante dans des universités privées. D'accord. C'est toujours un volet que j'oublie dans ma présentation. Je suis enseignante. J'enseigne le journalisme web à niveau licence et master dans des universités privées. Bah, ça, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, tu auras l'occasion de pouvoir partager tout ce que tu as appris en fait au-delà des frontières. Mais du coup, oui, vas-y. Non, plutôt toi, vas-y, c'est bon. D'accord. Alors, Marthe, je pense qu'on est en train de tendre vers la partie intéressante de l'émission. Je pense que beaucoup de gens se posent déjà des questions vu qu'elle parle plus en fait du retour de la diaspora, de ses études, de ce qu'elle a vécu, etc. en France et tout. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé savoir, Marthe? Donc, ce que j'aurais aimé savoir, c'est plutôt ce que j'aurais aimé avoir. Et j'aurais aimé avoir quoi? J'aurais aimé savoir que autant le départ que le retour n'aurait pas été imminent. C'est-à-dire que quand tu quittes l'univers dans lequel tu es ici et que tu arrives dans un autre, tu découvres de nouvelles réalités. Et j'aurais aimé être préparé au choix à faire dans l'entre-deux. C'est-à-dire que quand tu arrives pour faire des études, tu rencontres des gens, tu crées des univers et on te dit non, le Togo ne te réserve rien. Non, n'y va pas. Et même pour une personne qui était sûre de moi que je voulais revenir à tous les coups, à un moment donné, vers la fin, ça m'a fait vaciller. Pourquoi? Parce que j'entendais, non, ne rentre pas, le Togo n'a rien à t'offrir. Ici, tu as toutes les opportunités, tu as toutes les chances. Mais je voyais que je n'avais pas les chances dont on parlait. Et à part quelques-uns, même à Paris, pour une Africaine, il fallait travailler dans des médias panafricanistes. Parce que même dans les grandes rédactions, il y avait d'abord des Français qui occupaient les desks que pouvaient ou devraient occuper les Africains. J'aurais aimé vraiment savoir ça, me préparer davantage, me préparer psychologiquement à ce clash en fait. Et à la fin, ne pas être tiraillé entre je veux rester, je veux partir, je veux rester, je veux partir professionnellement. Est-ce que j'aurai quelque chose? Est-ce que je ne vais pas finir comme un arrière-cousin qui est surdiplômé, qui est rentré, qui a fini sous la roue caricaturée? Donc, j'aurais juste aimé être mieux préparé
à la décision elle-même après les études. Qu'est-ce qu'on fait de ces études quand on finit d'avoir une formation solide comme la mienne en France? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on rentre? Oui, pourquoi? Et est-ce qu'on ne rentre pas? Oui, pourquoi? Voilà. D'accord. Bah, c'est vrai que ça paraît intéressant, en fait, ce que tu évoques. Je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aussi aimé savoir tout ça. Euh, mais je pense aussi que quelque part, ces difficultés nous forment. Je pense que ça t'a formé, forcément. Je sais qu'en Oh, Afrique, on le dit très souvent, hein, que ce qui ne tue pas te rend plus fort. mhm. Mais je pense honnêtement que ce serait vraiment formidable d'avoir, tu vois, des associations d'anciens étudiants africains qui seraient en fait dans plusieurs disciplines, donc que ce soit en communication, en sciences politiques, en technologie, etc., qui pourraient peut-être rentrer en contact avec des boursiers, par exemple, français ou des boursiers togolais de la France, par exemple, et donc avec qui on pourrait discuter pour les préparer en fait à l'univers et tout. Je pense que ça pourrait être peut-être une bonne initiative qui pourrait peut-être venir aussi des personnes comme toi, par exemple, vous qui avez déjà étudié en France et tout, qui êtes actuellement au Togo, peut-être qu'il y a des jeunes qui veulent aller actuellement en France, peut-être à partir de l'année prochaine. Je ne sais pas trop si l'ambassade de France a peut-être mis en place quelque chose pareil. Ça pourrait être intéressant de pouvoir préparer ces jeunes-là avant qu'ils ne partent. En fait, il y a une préparation au départ qui n'est pas suffisante. J'ai suivi tout le processus de préparation au départ euh, qui me montrait comment la vie allait être, comment ceci allait faire quoi, comment ceci allait faire ci. Euh, et, mais quand je suis arrivée, c'était quelque chose. C'était quelque chose à laquelle je n'étais toujours pas préparée. Parce qu'on vous prépare à l'intégration culturelle, on vous prépare à l'intégration en société, mais on ne vous prépare pas à ce qui vous attend, c'est-à-dire euh, la décision, c'est-à-dire la gestion de ce qu'on a acquis et des décisions qui l'entraînent. En même temps, qui peut vous préparer à ça? Il y a peut-être des gens qui, comme un peu moi, ont eu cette difficulté-là. Parce que les premières semaines, non, les premières semaines, ça va, mais au bout de 6 mois, j'étais déprimée, on n'a plus pouvoir dans le choix. Et c'est surtout, est-ce que je reviens? Il faut avoir un projet clair et concis qui vous définisse. Et aussi ne pas fermer la porte au non-retour. Je crois que c'est, dans mon cas, c'est le fait d'avoir consciemment dans ma tête, dès le départ, fermé la porte au non-retour qui m'a créé ces difficultés-là. Quelque part, ça veut dire qu'il faut non seulement avoir peut-être des référents, parce que c'est toujours utile, mais surtout, comme tu Oui, le dis, avoir un projet très clair dès le départ. Mais est-ce qu'un jeune exactement. étudiant ou une jeune étudiante qui a entre 18 et 22 ans au Togo ou dans d'autres pays africains a forcément un projet clair dans sa tête, genre qui se dit, bon, je vais en Europe, je fais 2, 3 ans, je reviens en Afrique, je vais travailler dans tel type d'entreprise, etc. Est-ce que quelque part, tu penses que la plupart des jeunes en 18 et 22 ans sont déjà à ce stade? Normalement, non, parce que ce sont les parents. La plupart du temps, nos projets d'études sont des projets avec les parents. C'est-à-dire, c'est maman rêve de voir un docteur, papa rêve de voir, même prévoit jusqu'à ses études en Europe pour l'enfant. Et la plupart du temps, les enfants se retrouvent, en fait, c'est ce que je pense, les enfants se retrouvent sous le poids des ambitions des parents. Oui. Et justement, des tuteurs dont nous parlons, quand ils existent, ou s'ils existent, ils aideraient l'enfant à mieux cadrer son désir perso, parce que oui, d'une manière ou d'une autre, c'est papa qui finance les études, donc tu fais ce qu'il veut. Mais derrière,
tu fais ce qu'il veut au dépend de ce que toi tu veux. Et donc, c'est en ça que les tuteurs que tu proposais plutôt seraient utiles. D'accord. Ben, Marthe, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé en fait de la diaspora, du retour, et tout, etc. Mais il y a quelque chose en fait, qui me fait réfléchir un peu. Alors, tu as quitté le Togo pour la France, tu as vécu en France, tu as fait quelques années, tu es retourné en fait au Togo. Pendant ce temps, sentimentalement, comment ça se passait? Ce sont mes sentiments même qui m'ont envoyé en études à l'étranger. Ah, C'est une anecdote, pas des moins. C'est une anecdote pas des moins drôles. J'étais en couple. Je travaillais puisque à l'université je travaillais déjà, donc j'étais en couple avec quelqu'un. Et nous avons dans la foulée, nous avons une relation. Et puis, il m'avait dit, écoute, il faut que tu arrêtes de travailler pour t'occuper entièrement de ton école parce que je vois que tu es en train de banaliser tes études au profit du travail. Donc, on s'entend et tout. Et puis, c'est les romances. Au début, les romances commencent bien, mais après, les romances, ça finit pas toujours, ça finit pas toujours bien. Et les difficultés de la vie à deux ont commencé. Et puis un jour, il me dit, bon, écoute, quand tu pourras payer une seule facture dans cette maison, tu auras droit à la parole. Pour le moment, c'est moi qui paye, donc tu fais ce que je veux. Ça m'avait oui, marqué. Ce n'est pas fini. Et après, derrière, il était journaliste, j'étais journaliste. Quand j'ai arrêté, je l'ai laissé continuer. Et puis, dans la foulée, la relation n'a pas marché et on a coupé. Et donc, j'étais déterminée à devenir journaliste, qui plus est, à être directrice de l'organe dans lequel il travaillait, juste par envie de le virer après, quoi. Non, mais, et quand on m'a demandé je me souviens l'entretien d'accès à l'école, quand on m'a demandé quelle est ma motivation, je l'ai donné, enfin, à l'époque, j'étais enfant et un peu immature, donc forcément, je l'ai donné tout cru comme ça, je l'ai expliqué tout cru comme ça. Je dis, ah bon? J'ai dit, oui, je veux venir faire cette école, parce que quand je vais revenir, je serai l'une des seules Togolaises, j'étais la seule Togolaise depuis 20 ans à faire cette école tant prisée et dont le concours, les Togolais n'arrivaient, aucun Togolais n'y était plus rentré depuis 90. Donc, j'étais la seule Togolaise à pouvoir y entrer par concours. Du coup, je me suis dit, je vais aller à cette école, je vais faire ce diplôme. Quand je vais revenir, si je ne deviens pas ministre de la Communication, je vais devenir directeur de ceci, de tel truc. Et je vais prendre un malin plaisir à le virer. Bon, voilà, c'était la petite anecdote pour faire rire. Mais voilà comment j'ai décidé d'aller à l'école de journalisme de Lille. d'accord, ok. Bon, euh, je pense, une décision qui a été assez mûrie, à ce que je vois aussi, Oui, bien sûr, et bien sûr. qui, et qui bien évidemment, t'a poussé à être la meilleure, en quelque sorte. Euh, et donc, là, actuellement, tu es aussi activiste, si j'ai bien compris. Je vois aussi que tu organises des émissions, en fait, qui touchent justement la société actuelle, sur les femmes, etc. Juste avant de répondre à ça, je voulais ajouter à la question précédente que je suis rentrée aussi par émotion. J'avais promis à mon amoureux que je ne resterai pas en France parce qu'on a notre vie ici. Il ne fallait pas que je reste en France. On avait fait ce pacte moral-là, qui à un moment donné, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu tant de mal à choisir si finalement je restais ou pas, même si l'attrait est très grand. C'est la décision sentimentale qui avait le plus influencé mon choix de retour. Donc, si je comprends bien, quelque part, en fait, le fait que tu sois retourné au Togo était lié, en fait, à ton vœu de pouvoir construire une vie de couple, en fait, sur place, parce que ton amour était, en fait, au Togo. Oui, en fait, j'avais pris la décision de rentrer parce que j'avais fait une promesse
à mon amoureux d'après l'autre Oui. que j'allais rentrer. Et je me souviens, lors de mes premières vacances, je lui avais offert une bouteille de vin. J'ai dit, écoute, si je ne rentre pas, tu la casses, mais si je rentre, tu la bois. Et je tenais quand même à ce qu'il la boive, parce que c'est un vin bio. Donc. D'accord. Donc, en tout cas, c'est assez intéressant de parler de ça parce que je pense que beaucoup de couples, en fait, ne marchent pas à cause justement de cette distance. Parce que moi, je connais des gens qui n'ont pas voulu rentrer et qui finalement se sont séparés de leur amoureux à cause de ça. Et toi, tu as décidé de rentrer au Togo quelque part aussi à cause de ton amoureux. Et ça, je pense que c'est assez intéressant de relever cela dans l'émission. Et je suis rentrée, on s'est séparés quand même. On s'est séparés moins de 3 mois après mon retour. Décidément. Ça, c'est dommage en Non, revanche. oui, c'est pour ça que c'est en ça que je disais qu'il faut mûrir son projet, D'accord. savoir où on va, parce que si je l'ai motivé j'ai motivé le départ par une réaction affective, j'ai motivé le retour également par une réaction affective qui n'a semble pas toutes marché. Et si mon retour avait été un échec, parce que je suis rentrée, j'ai fait moins de 6 mois avant d'exercer professionnellement, et donc je n'ai pas eu de problème. Et du coup, si mon retour n'avait pas marché, je ne me le serais pas pardonné pour être rentré pour une relation qui n'a même pas tenu quelques semaines après mon retour. D'accord. Bah, du coup, je ne retire pas ce que je viens de dire, mais je vais nuancer ce que je viens de Mmh. dire pour que voilà, tous ceux qui nous écoutent puissent comprendre qu'en fait, ce que Marc veut dire, c'est simple. Il faut vraiment réfléchir comme il faut. Il faut mûrir en fait son Mmh. projet professionnel, mais également son projet personnel. C'est-à-dire qu'il faut Exactement. peut-être devoir lier les deux pour voir exactement là où on met les pieds pour ne pas prendre de décision à la légère. En gros, c'est ça. Exact, exactement, oui. D'accord. Je Et crois que j'ai même eu des opportunités professionnelles. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai eu un contrat de travail que j'ai refusé pour rentrer au pays. Malgré la situation difficile dans le milieu du journalisme pour les Africains, j'ai eu un contrat dans un célèbre média panafricaniste, mais auquel j'ai dit non et que je suis rentrée. on dirait l'histoire de beaucoup d'Africains en fait en Occident. Exact. Bien sûr, exactement, oui. D'accord. En tout cas, j'espère vraiment que les demoiselles et les tontons qui nous écoutent, qui vivent peut-être en Occident, vont pouvoir peut-être apprendre un certain nombre de choses de tout ce que tu dis. Mais est-ce que quelque part, c'est tout ça qui t'a poussé à être activiste aussi? Pas du tout. OK. Euh, je ne suis pas devenue activiste à cause de tout ça. J'étais activiste même avant de partir. Aujourd'hui, l'activisme se voit beaucoup plus parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a l'exposition médiatique liée au fait que je sois écrivain et communicatrice en même temps. Mais j'étais activiste euh, depuis. J'ai toujours fait des études d'intérêt général. J'ai fait partie d'associations, de regroupements qui servaient les intérêts de la communauté de manière générale. Je me souviens même quand j'étais étudiante, il y avait un site d'information citoyenne qui s'appelait Avenue 228 que je dirigeais. Il y avait Avenue 228 dans toute l'Afrique de l'Ouest et c'est moi qui dirigeais à Avenue 228 qui était un site d'information citoyenne bénévole. Tous ceux qui travaillaient dessus, c'était bénévole, mais travaillaient vraiment sur des sujets de société, des sujets qui étaient proches de l'activisme. C'est mon vieux filon. C'est pour ça, à chaque fois que je parle de moi, je l'oublie même presque parce que c'est le truc naturel que j'ai. Mais maintenant, aujourd'hui, je bénéficie d'une exposition médiatique qui fait que mon activisme est beaucoup plus mis en avant. Déjà par les luttes contre les violences faites aux femmes et les violences sexuelles. Pour ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup raconté mon histoire sur les réseaux sociaux. J'ai été victime de violences sexuelles. Donc, c'était juste le prolongement naturel de ce que je faisais avant. Pourquoi avoir tant d'exposition médiatique si je ne peux pas le mettre au service d'une cause? C'est comme ça que ça s'est accentué un peu mon côté activiste. Et aussi le fait justement que
Facebook soit devenu une sorte de tribunal, où les réseaux sociaux soient devenus une sorte de tribunal où chacun scrute tout ce que chacun fait, je me suis dit justement, bah, on va leur donner du grain à moudre tout en les rappelant à l'ordre. C'est pour ça que j'ai initié mon projet de Social Talk Show pour parler de tout, de tous les sujets. J'ai un sujet très sensible d'ailleurs en préparation, qui est la transsexualité dans nos sociétés africaines. Et donc, c'est toujours mon activisme parce que je me dis qu'il faut aujourd'hui mettre en lumière les questions sensibles. Parce qu'en Afrique, nous sommes tellement politiques que nous ne sachons pas que la politique vient de nos maisons et des questions socialement importantes. D'accord, très intéressant. J'espère vivement que tous ceux qui nous écoutent pourront justement s'abonner à ta page Facebook et pouvoir suivre justement ces émissions. Pour ma part, je pense quand même que quelque part, il faut avoir des informations sur tout ça parce que nous serons des parents demain. Et donc, quelque part, il faut qu'on puisse éduquer nos enfants aussi par rapport à tous ces problèmes sociaux. Et donc, je pense que c'est assez intéressant. J'ai déjà suivi une de tes émissions. Est-ce qu'on dit une émission? Oui, une émission, oui. Je reprends. Donc, j'ai déjà suivi une de tes émissions et j'ai beaucoup apprécié. Donc, j'espère que ce sera utile. Et donc, Marthe, là, on tombe vers la fin de l'épisode. Par rapport à tout ce que tu nous as partagé, par rapport à tout ce que tu as dit, est-ce que tu as peut-être des conseils à donner parce que tu es notre grande sœur, donc sûrement que tu as des conseils à donner aux plus jeunes qui nous écoutent. Les conseils que je vais donner aux plus jeunes va également dans le sens de mon engagement social. Aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Il y a une banalisation importante de violence envers la femme. Il y a une vraie banalisation avec des sujets où très rapidement on va dans des injures qui poussent même des gens à mettre fin à leur vie, dans du harcèlement. On pense que c'est banal le fait de se mettre en ligne et de dire oui, espèce de pute. Bon, si ton émission le permet, bien sûr. On pense que c'est banal de s'asseoir, de mettre un gros mot à quelqu'un. On est caché derrière son écran, mais la plupart du temps, on ne sait pas ce que ça détruit dans la personne qui est en train de lire ces mots assez durs. Donc, je pense que j'appellerais à une conscientisation dans l'utilisation des outils en ligne, puisque c'est mon terrain de travail par rapport à l'activisme. Également, je reviens sur ce que j'aurais aimé savoir. Évidemment, le conseil que je donnerais, c'est d'avoir un projet solide. C'est-à-dire d'avoir un projet bâti dans le roc. Maintenant, au fur et à mesure, il va pleuvoir, le vent va passer, ça va s'égratigner un peu, mais ça ne va pas finir. Donc, il faut avoir un projet de vie, un projet de départ vers l'étranger, surtout en termes d'études solides. Si vous décidez dès la base que c'est mon Eldorado, je pars, je ne rentre pas, construisez votre projet comme ça. Le chien aura beau aboyer, la caravane va passer. Et si vous décidez que vous voulez rentrer, faites-le aussi sans souci. Mais surtout, si vous changez d'avis, quel que soit le sens dans lequel vous changez d'avis, n'ayez pas honte, assumez et organisez-vous. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Marthe. Merci beaucoup pour ces conseils. Je suis sûr que tous ceux qui nous ont écoutés vont pouvoir les utiliser à bon escient. Merci aussi pour la disponibilité dans le cadre de cette émission qui, honnêtement, je pense pourra être utile aussi de la même manière que ton émission l'est. Donc, on espère justement qu'on pourra contribuer aussi, comme tu l'as dit très bien, à l'engagement social des plus jeunes et pouvoir éviter justement tout ce qui va, disons, tout ce qui concerne les violences aux femmes, les violences tout court. Souvent, quand on parle de violence, les gens pensent seulement aux violences physiques. Oui. C'est ça, alors qu'en fait, il y a quand même les violences psychologiques, les violences verbales, etc. Donc, il y a tellement de choses peut-être dont les gens ne sont pas au courant.
Donc, il faudrait peut-être les former aussi sur tout ça ou au moins les sensibiliser. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Instant pub, abonnez-vous à la page du collectif. Vous y découvrirez vraiment un engagement, un engagement qui doit être notre, en fait, sur les questions des violences de manière générale. D'accord, merci beaucoup, Marthe. En tout cas, de toute façon, on en parlera à la fin de cet épisode et je suis sûr que les gens vont s'abonner à la page du collectif Non, c'est non. Exactement. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était l'émission, ce que j'aurais aimé savoir. On se dit à tantôt. Salut, alors on est à la fin de cet épisode avec Marthe Nouveau-Faré. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi qui m'écoute et également avec Marthe. Je vais faire rapidement un topo de tout ce qui a été dit et je vais ajouter mon grain de sel. Alors déjà, pourquoi il est important d'avoir un projet bien ficelé, un projet académique et le projet professionnel également. Les deux doivent aller de pair. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous permet de vous sentir bien. Ça, c'est la première des choses. Souvent, on ne le dit pas, on dit toujours que c'est juste pour avoir de l'argent, etc. Mais il faut que vous vous sentiez bien dans votre peau. Ça, c'est la première chose. Alors, comment avoir un projet cohérent et structuré? Alors, la première chose, c'est qu'il faut prendre conscience de votre parcours, de la valeur de votre parcours et des expériences que vous avez eues. D'accord? Ça, c'est la première chose. Je précise que ficeler son projet académique ou son projet professionnel n'a rien à voir avec l'âge. Si vous avez 15 ans, 16 ans et que vous décidez de travailler sur votre projet académique et professionnel, c'est bien. C'est vraiment bien parce que ça vous permet de vous y prendre plus tôt, de faire attention, de bien analyser les contours du sujet tout simplement avant de vous lancer. Si vous avez 25 ans et vous avez l'impression d'être passé à côté de quelque chose, vous pouvez en fait soit aller vers une reconversion ou soit tout simplement comment on dit ça, tout simplement retravailler sur votre projet et le mettre à jour. C'est aussi simple que ça. D'accord? Alors la première chose, c'est de prendre conscience de la valeur de votre parcours et des expériences. Ça, c'est la première chose. D'accord? Ça, c'est vraiment la première chose. La seconde chose, c'est vraiment identifier vos compétences, votre expertise, votre savoir-être. Qu'est-ce que vous savez faire? Je ne vous parle pas de vos diplômes. Je ne vous demande pas si vous êtes diplômé en marketing ou en sciences politiques ou encore en agroécologie. Non. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous pouvez être diplômé en agroécologie, mais être stratège, être tout simplement une personne qui maîtrise très bien le marketing. Voilà. Qu'est-ce que vous savez faire? Ça, c'est la seconde chose. Troisième chose, savoir ce que l'on veut faire concrètement et dans quel type d'environnement on veut le faire. C'est important. Si vous voulez travailler dans des organisations internationales, il faut que vous l'identifiez très tôt et donc que vous mettiez tous les moyens en œuvre pour pouvoir y arriver. Ça veut dire qu'il faut peut-être que vous maîtrisiez l'anglais, il faut peut-être que vous vous informiez également sur le milieu de travail dans ce type d'environnement. Il faut que vous créiez un réseau, donc d'où l'intérêt d'intégrer LinkedIn, d'intégrer des réseaux d'amis ou des réseaux d'anciens étudiants, d'anciens élèves. C'est toujours assez utile. Le quatrième point, c'est qu'il est important d'orienter votre recherche et surtout de préciser l'objectif vers lequel vous allez. Donc, il faut que vous soyez précis dans votre objectif et d'orienter la recherche dans ce sens. Le cinquième point, c'est de pouvoir prendre contact avec des recruteurs ou de discuter avec des gens, de leur parler de ce que vous savez faire. Donc là, il y a le mot sociabilité qui entre en jeu. Il faut que vous soyez sociable, il faut que vous sachiez créer des relations. Ensuite, donc ça c'est le sixième point, c'est de savoir comment vous vendre. Donc que ce soit pour un entretien ou que ce soit juste pour, quand il y a un entretien, ça peut être pour le recrutement, ça peut être également pour votre formation, etc.
Ça peut être tout simplement aussi auprès de vos parents, parce que parfois, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des parents qui posent la question en fait à leurs enfants. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et je félicite beaucoup ces parents qui font cet exercice-là. Et parfois, le parent attend que tu puisses le convaincre. Donc, il faut que tu puisses te vendre. Mais avant tout ça, avant de pouvoir te vendre, il faut avoir fait tout ce que je viens de citer. Donc, si tu n'as pas bien écouté, tu peux juste revenir en arrière et puis tu réécoutes. D'accord? Donc, c'est un peu les grandes étapes que je peux lister. Après, si je dois résumer rapidement pour que ça puisse t'aider, tu peux résumer le tout en 4 étapes. 4 étapes. Première chose, il faut fixer et rédiger tes objectifs. La première chose, c'est ça. C'est vraiment la première des choses. Tu t'assieds, tu réfléchis et puis tu dis, bon voilà, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux faire? Prends une feuille, rédige ça. Si tu veux, tu peux le faire sur ton laptop ou sur ton PC, il n'y a pas de souci. Même sur le carnet de notes de ton smartphone si tu le veux. Mais tu peux le faire sur une feuille et le coller au mur. Parce que ça te permet de le revoir chaque jour. Première chose, il faut fixer et rédiger tes objectifs. D'accord? La seconde chose, c'est de lister et de hiérarchiser les démarches pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, ça peut être grand 1, grand 2, grand 3. Ce sont tes 3 grands objectifs. Et ensuite, au bas de ces 3 objectifs-là, en fait, tu détailles un peu. Comment est-ce que tu peux y arriver? Si tu veux faire une formation pour y arriver, vas-y. Si tu veux changer de métier à un moment donné, parce que peut-être tu as 25, 26 ans, tu es dans tel domaine d'activité, tu veux changer de métier, etc. Bah, comment tu le fais? Donc, il faut une enquête de métier, il faut activer ton réseau, il faut rencontrer des professionnels. Donc, il faut en fait, quelque part, hiérarchiser cette démarche, évaluer ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher, etc. Ensuite, il faut avoir un rétro-planning. Donc, tu peux utiliser Gantt si tu veux. Pas de souci, ça peut le faire. Comme ça te permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que tu fais. Mais il faut avoir un rétro-planning. Il faut valider ce rétro-planning. Au fur et à mesure que tu avances, tu essaies de revoir ce rétro-planning pour voir si ça marche ou pas. C'est vraiment un outil qui te permet d'avoir une vision d'ensemble et d'assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre de ton projet professionnel. C'est aussi simple que ça. D'accord? Et donc, pour chaque étape, en fait, tu peux fixer des dates limites, des délais qui sont envisageables. Tu peux référencer des personnes, donc tu peux mentionner le nom de ces personnes sur ta fiche. Donc, des personnes à contacter. Donc, avoir toujours un petit espace de notes, commentaires qui te permet de faire un suivi de ton projet. Et enfin, le 4e point, c'est de faire un travail sur un marketing personnel. Le marketing personnel, c'est quoi? C'est vraiment comment tu te vends sur le marché. Que ce soit sur le marché de la formation, si tu veux étudier dans un domaine donné ou sur le marché de l'emploi. Donc, il faut pouvoir convaincre les gens. En fait, au fond, vous ne pouvez pas vendre une idée à laquelle vous ne croyez qu'à moitié. C'est impossible. Il faut qu'on sente que toi-même, tu y crois. Tu es à fond là-dedans, en fait. Donc, il est important de travailler là-dessus. Alors, j'espère que je t'ai aidé avec ce travail de projet académique, projet professionnel. Si tu as envie d'en parler, n'hésite pas à me contacter par mail, betedem@commercial@gmail.com, ou sinon tu peux me contacter directement dans les commentaires. On pourra s'en parler, pas de souci. Seconde chose, il est important d'avoir des références scolaires en termes d'orientation et puis etc. On en a parlé un peu dans l'épisode avec Marthe qui parlait justement du retour au pays, de l'importance de ficeler son projet, etc. Mais parfois, on ne sait pas concrètement ce qu'on veut faire. On a peut-être des compétences, mais on n'arrive pas à les identifier comme il faut. Et je pense qu'il est important, de mon point de vue, d'avoir des références scolaires. Si vous avez des oncles, des tantes ou des amis, des grands frères, des grandes sœurs avec qui vous pouvez parler ou échanger sur votre projet professionnel, allez-y. Sur votre projet académique, allez-y parce que c'est important. Ces personnes peuvent vous donner des conseils. Malheureusement, on n'a pas des services d'orientation pure et dure dans nos universités, dans nos écoles. Donc, c'est compliqué. C'est tout à fait compliqué de pouvoir trouver des solutions assez rapidement. Donc, les personnes qui peuvent le faire pour vous, c'est votre entourage. Parfois, vos parents aussi. Donc, ça dépend des parents. Il y a des parents qui disent « Ah, toi, tu dois faire la médecine. » Il n'y a pas à discuter, mais il y a d'autres parents qui essaient quand même de prendre le temps de discuter avec leurs enfants. Et j'espère que
nous, en tant que parents, on va pouvoir discuter avec nos enfants, discuter avec son enfant de son projet, de ce qu'il veut faire, de comment tu peux l'aider. Tu peux même l'aider justement dans les différentes étapes que je viens de citer. Donc, si tu es déjà parent, je pense que ce serait bien que tu le notes quelque part. Ça peut être très utile. Est-ce qu'il faut introduire la vie de couple directement ou le projet de vie de couple directement dans les étapes de projet académique et professionnel? Ça dépend. Ça dépend de là où tu es rendu, de là où tu en es dans ta vie, etc. Mais ça peut être quelque chose que tu peux inclure. Si tu es jeune, tu es mineur, tu as 15-16 ans, ça ne sert à rien d'y penser actuellement. D'accord? Si tu as 22-23, oui, tu peux commencer à y penser parce que c'est toujours bien de préparer progressivement en fait cette étape de ta vie. Tu n'es pas obligé d'avoir ton diplôme, d'avoir $10,000 en compte, d'avoir une voiture, etc. avant de penser à avoir une vie de couple. Tu peux déjà commencer à avoir une vie de couple, mais quand je dis une vie de couple, c'est vraiment apprendre à connaître quelqu'un. Donc, c'est vraiment l'étape de apprendre à te connaître sans forcément se dire, bon, on va habiter ensemble, etc. Tu n'en es pas là. Tu n'en es pas encore là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore les moyens pour ça, tout simplement. Donc, tu prends ton temps, mais tu peux l'inclure dans ton projet de vie, dans ton projet professionnel et dans ton projet académique. Pourquoi? Parce que je me dis... lorsqu'on arrive à un moment donné de notre vie, on a envie d'être sûr que la personne avec qui on va cheminer comprend déjà notre univers professionnel, comprend les exigences de notre univers professionnel, comprend le fonctionnement de notre univers professionnel et surtout adhère à tout ça. Parce que si tu es dans un domaine où tu seras, je prends l'exemple d'un médecin, qui sera au garde, qui sera occupé, parfois qui sera à l'hôpital pendant 48 heures, c'est des choses qui peuvent arriver, et que tu tombes sur, je sais pas trop, tu es une femme, tu es dans ce corps de métier, ou tu es un homme, tu es dans ce corps de métier, tu tombes sur un partenaire qui n'est pas du tout prêt à accepter ça, alors t'es mal barré, tu fais comment? Même chose pour d'autres corps de métier. Donc, quelque part, il est important de pouvoir commencer à discuter avec une personne et de pouvoir lui expliquer ce genre de choses. Et tu vois, si tu prends le temps de connaître l'univers professionnel de l'autre, tu vois, parce que vous allez partager plus que l'univers professionnel. C'est-à-dire que vous allez partager un projet commun. Dans le projet commun, on retrouve tellement de choses. J'en ai parlé dans d'autres épisodes qui sont passés. Je pourrais en reparler tantôt, mais voilà un peu ce qu'il est important aussi de faire. Si j'ai des suggestions à faire, c'est qu'il faut, honnêtement, si tu es dans la diaspora et que tu veux retourner au Togo actuellement, il faut le préparer. Il faut déjà retourner au pays de temps en temps, faire des études de terrain, comme on dit, être sûr que ton domaine est quand même assez ouvert, que tu peux trouver du boulot au Togo, etc. Je sais qu'actuellement, il y a le ministère des Affaires étrangères qui a un programme dans ce sens. Donc, tu peux déjà aller jeter un coup d'œil à ce programme sur la diaspora togolaise. Peut-être que tu pourrais trouver ton joyau, mais tu peux aussi faire ce travail personnellement. Et ce que je pourrais en fait conseiller ou suggérer peut-être aux politiques au Togo, c'est déjà de mettre en place une organisation d'accompagnement. Ça peut être au sein du ministère des Affaires étrangères, si ce n'est déjà fait, qui va peut-être accompagner tous ceux qui veulent retourner au Togo, de mettre à jour la grille salariale aussi et le SMIC, parce que c'est important. Et je pense qu'on peut même régler le problème à la base, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte qu'il y ait des bourses d'études, d'accord, pour des Togolais. Et dans les conditions, on peut dire, voilà, tu vas en France, tu étudies l'informatique, tu étudies, je sais pas trop, l'agroécologie, etc. Tu étudies le management. Cette bourse te permet d'être à l'aise financièrement, etc. Mais l'exigence, c'est que tu reviens au Togo, il y a déjà un boulot qui t'attend dans tel ministère, dans telle organisation, etc. Si on arrive à faire cela concrètement, ce sera un investissement à long terme. Là, je parle des politiques, ce que ces politiques peuvent faire. Un investissement à long terme qui permet en fait à l'entreprise, ou plutôt au pays, au Togo, de pouvoir rentabiliser sur l'investissement par la suite. Vous envoyez des Togolais à l'étranger, ils reviennent et ils trouvent directement de l'emploi dans un domaine donné, dans un corps de métier, etc.
Et vous pouvez aussi le faire sur le territoire togolais, c'est-à-dire que voilà, vous dites, on va donner des bourses à des étudiants qui vont aller faire l'ENSI à l'Université de Lomé, etc. Et ils vont pouvoir travailler dans tel domaine, dans telle entreprise et tout. Voilà. Je pense que ça peut être quelque chose qu'on peut faire très facilement. Alors, j'espère vivement que tout ce que j'ai raconté en 14 minutes, ça t'a été utile. J'espère que ce podcast t'a été utile. N'oublie pas quelque chose de fondamental que je répète tout le temps, que la vie a un début et une fin, l'important c'est ce que tu en fais. Alors fais-en quelque chose d'utile, quelque chose qui te permet d'être en paix avec toi-même, d'être heureux dans ce que tu fais, parce que c'est important. Et par rapport à tout ce que Marthe a partagé, tu as compris aussi que la vie de couple prend beaucoup de place, peut avoir un impact aussi sur le projet professionnel, peut aussi changer l'orientation du projet professionnel. Donc il est important aussi de travailler également là-dessus. Oui, la vie d'adulte est une arnaque parfois. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais voilà, si tu as envie d'en parler, si c'est des questions que tu te poses également, n'hésite pas à me contacter. Je laisse mon mail dans le podcast, dans la description de cet épisode. Et également, il y aura un lien sur lequel tu pourras aller et tu pourras bien entendu en fait me donner ton avis, etc. Alors on se dit à tantôt. C'était Edem et c'était l'émission Ce que j'aurais aimé savoir.